Séquence ASMR, tcha-tcha. À toi. Tagada. Et ben voilà. Salut à toutes et tous. On vous parle souvent de technologies bien spécifiques. Par exemple le serverless pour exécuter votre code pendant un temps prédéfini en fonction de la demande, ou une base de données répliquée entre plusieurs régions Azure, et pourquoi pas une static web app qui va vous permettre d'avoir un site web, comme son nom l'indique, statique à moindre coût dans Azure. Mais au final, ces technologies, elles répondent à quels besoins? Et là, aujourd'hui, je suis accompagné d'une personne qui a au moins partiellement répondu à ce type de questions au travers d'un projet qu'il a appelé Proxyvote, dont on va parler. Salut Christopher. Salut Phil. Alors, est-ce que tu peux nous parler de Proxyvote et surtout de la genèse de ce projet? Tout à fait. Tu le sais, j'ai une activité associative qui est assez importante. Et qui dit activité associative dit bien évidemment voter, et notamment lors des assemblées générales. Pendant le Covid, on a tous eu des soucis, y compris les associations, pour pouvoir réunir les adhérents pour pouvoir voter. Et le souci, c'est que nos statuts ne prévoyaient pas le vote électronique. Et donc, on a été obligé de faire du vote par procuration. Et quand j'ai vu la galère que c'était, c'est là que je me suis dit, tiens, si on réfléchissait à comment faire une application qui soit simple, qui soit efficiente et qui soit, il faut le dire, peu chère pour pouvoir régler ce problème de vote par procuration. Et c'est ce dont on va parler maintenant au travers de Proxyvote. Allez, c'est parti! Preview. Alors, le vote par procuration dans une société non digitalisée, c'est quoi? Concrètement, vous devez aller à la gendarmerie ou à la police avec votre pièce d'identité, les coordonnées et l'identité de la personne qui pourra voter pour vous à la prochaine présidentielle, par exemple. Et une fois que ce process est établi, les gendarmes ou les policiers vont transférer à la mairie votre procuration pour que le jour J, la personne que vous avez désignée puisse voter à votre place. Mais ça engendre quand même quelques problématiques. Est-ce que tu peux nous en dire plus? La première problématique, c'est qu'il faut une imprimante, puisqu'il faut pouvoir imprimer ce fameux modèle CERFA qu'on a à remplir. Donc ça, c'est un premier problème, qu'on soit vieux ou jeune, étudiant ou retraité, on n'a pas forcément une imprimante chez soi. Le deuxième problème, c'est qu'il faut aller se déplacer jusqu'à soit un commissariat de police, soit une gendarmerie. Donc, il faut pouvoir se déplacer, ce qui n'est pas le cas de toute la population française. Pour plein de raisons physiques ou des problématiques de mobilité. Donc déjà, les deux premières étapes, on est très souvent limité sans avoir de système digital. Et puis il y a le coût aussi. Et il y a le coût de se déplacer, le coût d'imprimer, et puis même pour l'État, le coût de gérer cette demande. Puisque une fois qu'on a déposé son dossier à la gendarmerie, eh bien la gendarmerie va envoyer par enveloppe son dossier à la mairie. Et donc du coup, il y a des frais postaux. En quoi digitaliser ce process va nous permettre d'améliorer au final toutes ces étapes? La première chose, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de suivi de la demande. Cela veut dire qu'il faut absolument se rendre en gendarmerie ou en commissariat de police, et ensuite, on ne sait pas si la demande elle est traitée ou pas. La deuxième chose, c'est d'essayer de supprimer cette étape, non pas de vérification d'identité, mais de se déplacer en mairie. Proxyvote vient avec une application mobile que des gendarmes ou des agents de police peuvent avoir sur eux, et cela veut dire qu'il suffit de croiser un policier ou un gendarme dans la rue pour valider sa demande et la faire avancer. Et puis, l'idée de digitaliser ce processus, cela veut dire que on supprime le papier, et néanmoins, une feuille de papier multipliée par le nombre de demandes de procuration qu'il y a tous les ans, ça fait un petit peu de CO2 en moins. Et puis, on limite les déplacements. On n'a pas à se déplacer jusqu'à la gendarmerie. On a juste à trouver un policier sur notre chemin. Dans la loi, il est bien mentionné que ça doit être un agent assermenté qui va vérifier votre identité. Mais pour le coup, on peut quand même se poser des questions parce qu'on peut déclarer nos impôts en ligne sans avoir à passer par la gendarmerie ou à la police pour prouver qu'on est la bonne personne qui va déclarer ses impôts. Donc je pense qu'il y a une évolution quand même à réfléchir dans la loi à terme pour le vote par procuration. Donc comment fonctionne Proxyvote? Tout d'abord, vous allez aller sur un site internet pour remplir votre demande, à savoir votre identité, l'identité de la personne à qui vous confiez votre droit de vote et les limites qui peuvent être soit une élection précise, soit une date de fin. Par exemple, si vous partez en voyage à l'étranger pendant quelque temps. Ensuite, eh bien, vous devez valider votre identité auprès d'un officier de police qui utilisera une appli mobile pour ça. Et ensuite, une fois que tout ça c'est fait, eh bien, votre demande sera transmise électroniquement
au bureau de vote qui correspond à votre ville. Ici, je me suis connecté au site web de Christopher. Alors, bien entendu, c'est un site qui n'est pas officiel. Avant de vous parler de la technologie qu'il y a derrière, je vais vous montrer qu'est-ce que fait ce site. Donc d'abord, il est en open source, ce qui est plutôt intéressant. Ensuite, très rapidement, on peut voir que pour enregistrer sa procuration, il suffit de cliquer sur le bouton prévu à cet effet en plein milieu. Je vais spécifier mon email, mon prénom, mon nom, bien entendu, ma date de naissance, mon adresse actuelle. Et puis, je vais spécifier en plus la personne qui va me représenter lors de la prochaine élection, donc la personne à qui je vais donner la procuration. Et bien entendu, comme pour toute procuration, il faut donner une date limite. Ça peut être par exemple la fin de l'année 2023, ça peut être les élections européennes, comme ça peut être les prochaines élections présidentielles. Alors en termes d'architecture, je suis parti sur une architecture 3 tiers serverless. Pour commencer le front-end, j'ai choisi de développer une application en Blazor WebAssembly. Donc tout s'exécute dans le navigateur et elle est hébergée par Azure Static Web App. Alors pourquoi j'ai choisi une Static Web App? Premièrement, c'est très simple à mettre en place avec GitHub. Deuxièmement, cela nous permet d'avoir une très grande scalabilité puisque derrière une Static Web App, il y a un CDN et donc je peux avoir énormément de visiteurs en même temps sans souffrir de problèmes de performance. Et dernièrement, c'est important, le coût, il y a un tiers gratuit qui est extrêmement efficace et le tiers payant commence à seulement quelques euros par mois. En middleware, Christopher a fait le choix d'utiliser une fonction app. Alors qu'est-ce que c'est les fonctions app avec du serverless? Imaginez que vous ayez une page blanche et que sur cette page blanche, en tant que développeur, vous intégriez votre code. Quand vous allez appuyer sur exécuter le code, Microsoft va mettre à disposition l'infrastructure nécessaire pour l'exécution de votre code et va vous facturer le nombre de fois où votre code est appelé ainsi que le temps nécessaire à l'exécution du code. Donc on l'a compris, les fonctions sont vraiment utilisées pour des appels récurrents ou de temps en temps basés sur des événements, donc c'est ce qu'on appelle des triggers, des déclencheurs. Et là où ça va être intéressant, c'est que sa fonction, elle va être utilisée pour écrire sur la base et même pour envoyer l'email pour que les utilisateurs de ProxyVote puissent traquer leur application de procuration au fur et à mesure du temps. Pour stocker les données, j'ai fait le choix d'utiliser Cosmos DB en mode serverless et en utilisant du coup la partie documentaire de Cosmos DB. Ce qui fait qu'à chaque fois que vous créez une procuration, cela crée un document dans Cosmos DB et ce document va être mis à jour en fonction des différentes étapes du processus. Alors, moi j'ai une petite question, c'est que clairement, une Cosmos DB, c'est plutôt pour du multi-région, avec du réplication en read-write multimètre, avec une latence qui est faible, un gros SLA. Pourquoi avoir choisi du Cosmos plutôt que de l'Azure SQL Database? Eh bien, tout simplement parce que Cosmos DB est la seule base de données qui est réellement serverless sur Azure. Et donc, du coup, on a des coûts qui sont extrêmement faibles. Alors, avant de commencer à coder, il faut s'assurer que serverless est le bon choix d'architecture. En effet, il y a un point d'inflexion dans les architectures serverless qui, si on le dépasse, eh bien finalement, il est plus intéressant de rester sur une architecture traditionnelle avec des VM ou un cluster qui est allumé en permanence. Ce qu'il y a de bien avec ce type d'architecture, c'est que l'on peut effectuer un calcul rapide et assez précis de finalement la performance et l'implication en termes de coût de notre application. C'est ce que j'ai fait avec le tableau que vous voyez à l'écran, où j'ai simplement 3 colonnes. La première colonne, ce sont le parcours de mon utilisateur, les différentes étapes de ce parcours-là. La deuxième colonne, c'est le nombre de fois que je vais invoquer, réveiller la fonction, et du coup, je vais être facturé pour ça. Et la dernière colonne, c'est le coût que va représenter les requêtes que je vais effectuer sur ma base de données. En connaissant bien la base de données et son application, on peut arriver à estimer de manière relativement précise le coût de chacune de ces requêtes. Et donc, c'est ce que j'ai pu effectuer ici. Au final, le nombre d'invocations et le nombre de consommations de request unit d'un Cosmos DB pour une demande entière de procuration est suffisamment faible pour se permettre de partir sur ce genre d'architecture. Alors maintenant, on va parler coût de sa solution. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Christopher? Oui, je suis parti de 2 données. La première, c'est ce que je viens de vous montrer sur le calcul du nombre d'opérations que suscite la réalisation d'un processus entier de procuration. Et le deuxième, c'est le nombre de procurations qui sont aujourd'hui faites en France, les années d'élection, tout moyen. Et donc c'est
environ 1 million de procurations. Et donc, j'ai simplement à multiplier le million par le coût que vous avez vu juste avant, à mettre ça dans la calculatrice Azure. Et donc, du coup, gérer 1 million de procurations, ça va coûter assez cher, 4,52 €. Pas par mois, juste 4,52 €. Ah, effectivement, c'est plutôt très intéressant en termes de coûts quand on voit les architectures qui peuvent être déployées par ailleurs. Un autre point aussi, c'est que n'oubliez pas que ça va remplacer les déplacements, donc on va économiser du carbone, que ça va en remplacer aussi toutes les encres et papiers nécessaires à la gestion des procurations. Donc c'est très très intéressant. On se trouve désormais dans mon portail Azure. Ce que j'ai fait afin de pouvoir suivre mon application, c'est que je me suis créé un dashboard personnalisé avec les principales métriques pour les différents composants de mon application. On peut donc retrouver mon application web front avec mon static web apps, et je vois ici les requêtes qui sont effectuées dessus. Ensuite, l'API serverless, là aussi avec non seulement les requêtes qui sont effectuées, les erreurs, ça peut arriver. Et ici, j'ai un test de disponibilité de mon API grâce à Azure Application Insight. Et enfin, ma base de données. Je peux surveiller l'ensemble des requêtes, mais aussi la répartition des requêtes par type d'opération pour m'assurer que ma base de données est bien utilisée conformément à ce que j'avais vu en phase d'architecture. À savoir, très peu d'insertions, pas mal de consultations et quelques updates de mes différents fichiers à chaque fois que finalement une procédure de procuration va suivre ces différentes étapes. On a vu précédemment que Christopher avait utilisé une function app pour utiliser les API dans le middleware. Ce qui est important de voir, c'est que la fonction, elle va exécuter du code en fonction de trigger, de déclencheur. Et ce qu'a fait Christopher, c'est qu'il a utilisé le trigger nommé HTTP. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans la static web app, le site web que je vous ai montré tout à l'heure, quand vous allez cliquer sur Submit your application, automatiquement, la static web app va envoyer dans une requête POST, d'une certaine façon, toutes les informations importantes à la fonction, qui va répercuter ces informations sous forme d'email à l'utilisateur final, mais aussi sous forme d'écriture dans la base de données CosmoDB. Si vous voulez en savoir plus, l'intégralité du code source de l'application est disponible sur mon GitHub. Et vous retrouverez également sur le GitHub non seulement le code d'infrastructure Bicep afin de déployer vous-même l'infrastructure, mais également les GitHub Actions afin d'automatiser le développement de l'infrastructure et du code. Alors justement, à propos de Bicep, on a déjà fait une vidéo qui va apparaître ici avec Christopher par le passé pour vous donner toutes les étapes nécessaires et toutes les bonnes pratiques pour justement déployer une infrastructure de A à Z via Bicep. On a vu ensemble dans cette courte vidéo qu'en mixant différentes technologies serverless dans Azure, que ce soit une static web app, une fonction, une CosmoDB, on pouvait répondre à un vrai besoin de nos utilisateurs, qu'en plus de ça, c'était à moindre coût que cette solution était déployée et que cette architecture était fortement scalable. Mais le plus important, c'est que tout ce code source qu'a mis à disposition Christopher à la communauté, vous pouvez le réutiliser pour votre propre association et pour gérer les procurations. Merci Christopher. Merci Phil. J'espère qu'on se reverra dans une prochaine vidéo. À bientôt tout le monde. Salut. Salut, à très bientôt.